mais on rentrera dans la vif du sujet un peu plus tard. Alors vous savez, on m'a demandé de venir faire le présentateur. C'est un peu mon métier, je l'ai fait assez souvent. Et ce soir, je le fais avec plaisir, franchement, parce que d'abord, pour retrouver Michel, qui est à la fois une personne que j'estime et que j'admire. C'est une vieille connaissance arbaise. Nos routes se sont croisées souvent dans la vie, oui, sur des sujets qui sont toujours les mêmes, la culture, l'art, la littérature, etc. Et par conséquent, quand elle m'a demandé de venir l'accompagner pour la présentation de son livre, je lui ai dit avec plaisir, d'autant que j'avais énormément aimé ce livre, et que j'aime beaucoup ce livre, je vous dirai pourquoi. Et si vous me permettez de prendre la parole un peu longuement devant l'auteur, après l'auteur parlera, rassurez-vous. Mais je fais un peu le rôle de celui qui annonce le spectacle en attendant que tout le monde soit là. Et tout ça pour vous dire que c'est pas si simple. La littérature aujourd'hui, c'est pas si simple d'écrire des romans. C'est pas si simple de présenter des romans. C'est pas si simple de rassembler un public autour des romans, parce que, effectivement, cette activité-là, de la lecture, elle est le fait de gens qui savent lire. Et si je jette un petit coup d'œil sur la salle, je m'aperçois que nous avons tous, plus ou moins, des cheveux qui ont blanchi, et que nous sommes tous les uns et les autres passés par des lectures que peut-être nos enfants et nos petits-enfants ne feront peut-être pas le même chemin que nous, quand on les voit coller à leur tablette, etc. Alors ils ne sont pas tous comme ça, hein, mais... tiens, vous savez, j'ai lu une statistique récemment dans laquelle on disait que pendant le confinement 2020, savez-vous combien de romans les Français ont lus dans cette période? Alors, on sait déjà qu'ils n'ont pas fait des enfants. C'est un signe. C'est-à-dire, peut-être finalement parce qu'ils lisaient. Ben non. Ils ont lu 2,5 romans en moyenne. On peut s'imaginer que si on était sur une île déserte, on en lirait davantage. Pas sûr. Peut-être qu'on ferait comme Robinson, des trous et on tirerait sur les perroquets. Mais en tout cas, la lecture, c'est pas si important que ça. Et je lisais une autre statistique qui disait qu'aujourd'hui, on avait la crainte de voir qu'il y avait de plus en plus de gens qui écrivaient, mais pas qui lisaient. Enfin, la progression se faisait dans ceux qui écrivaient plus que dans ceux qui lisaient. Or, nous savons tous, vous et moi, et Michel comme moi, que lire et écrire, c'est le même geste. Qu'on n'écrit pas si on n'a pas lu. Et que l'écriture, c'est au fond la continuation de la lecture par d'autres moyens. Une façon de participer à quelque chose que nous avons par éducation, par le fait qu'on s'est assis sur des bancs de l'école, qu'on a aussi enseigné, et qu'on a toujours cru que la littérature était en France peut-être la chose la plus élevée qui soit dans la formation de la sensibilité, de l'intelligence de l'individu et de sa créativité. La raison pour laquelle, quand je regarde Michel et que je connais son parcours, je l'ai vu faire des choses que, pour ma part, j'ai fait aussi, mais qui sont communes à beaucoup de gens. Comment s'exprime-t-on dans la vie? Comment trace-t-on sa trajectoire en essayant d'aller à l'essentiel? Alors, on est d'abord, si on peut, un bon élève. Toi, je sais que tu as été une excellente élève. Oui, ça ne préjuge pas de l'avenir. Oui, ensuite, il arrive aussi que la voie naturelle soit d'enseigner. Et puis, les choses ont un temps. Et on se dit qu'on a laissé des jardins en jachère, pour lesquels il faut s'atteler à quelque chose qui vous paraît de l'ordre de l'essentiel. Et toi, tu as été artiste. Si on peut dire, oui. Tu t'es lancé. Disons que j'ai eu une activité artistique, oui. Ça ne veut pas dire que j'ai été artiste. Moi, je dirais que si. Je dirais que si. On peut être modeste, hein,
comprends bien que tu le sois. Mais enfin, non, tu t'es lancé à un moment donné dans la peinture, et tu l'as fait comme ce que tu fais toujours, c'est-à-dire avec beaucoup d'engagement, de détermination. Mais comme tu es une fille cérébrale qui pense, tu as accompagné ce mouvement de la critique d'art. Tu as fait de la critique d'art. Oui, pendant 5 ans. Mais... Ouais, pendant 5 ans, et au plus haut niveau. C'est-à-dire que tu as accompagné le geste de créer, le geste de réfléchir sur la création. Et j'ai trouvé intéressant que, finalement, dans la phase suivante, tu en sois venu à l'écriture. C'est-à-dire à ce moment où il faut se coller à quelque chose qui est un rapport à soi-même, à la mise au jour de soi, et qui permet d'accomplir peut-être la promesse qu'on s'était faite un jour quand on était petit, sinon d'égaler les plus grands, mais en tout cas d'aller sur le terrain, essayer de comprendre ce qu'il en est au fond de la littérature en créant de la fiction. Je crois que là, je m'excuse de t'interrompre comme ça, mais je vais me mettre debout, que c'est plus facile. Tu viens de dire que l'écriture, c'est sur le chemin de la compréhension. On essaie de comprendre. Pas seulement, mais... Mais je crois que c'est ça le moteur, finalement. C'est ce qui est le plus important. On écrit comme on peint pour essayer de comprendre. Comme on peint pour essayer de comprendre comment on voit, comment on perçoit, et on écrit... Alors là, c'est autre chose pour explorer peut-être des territoires qu'on ne pourrait pas explorer par d'autres moyens qui sont ceux de la science, ceux de l'histoire, ceux de la sociologie et même de la philosophie. Je pense avoir lu, moi, ceci là chez Goethe à propos de la peinture en disant « Celui qui n'a pas peint, qui n'a pas gribouillé, qui n'a pas posé les couleurs sur une toile, ne voit pas aussi facilement le monde de la couleur que celui qui l'a fait. Celui qui a posé un rouge à côté d'un vert ou d'un bleu sait mieux voir et plus vite ce qu'il allait de Cézanne à la Sainte-Victoire ou ailleurs. Et c'est pareil pour les mots. C'est pour toutes les activités, je crois. Pareil pour les mots. Oui. Au fond, l'activité d'amateur ne suffit pas elle-même. Elle ouvre une voie, elle permet d'aller plus loin et mieux comprendre. Elle n'est pas une façon de se comparer, mais une façon d'aller vers. Tu es d'accord ? Oui, tout à fait, effectivement. Mais je crois qu'on commence tous par être des amateurs. Toujours. Il faut commencer. Il faut le rester. Voilà, il faut commencer par être des amateurs, mais au sens étymologique du terme, pour aimer les choses, d'abord pour savoir si on peut continuer. Parce que, ouais. Voilà. Et alors. Mais le statut d'amateur. En même temps, c'est très ambigu le mot d'amateur, parce qu'effectivement, c'est celui qui aime et qui essaie de faire aimer, et puis en même temps, c'est un petit côté péjoratif, c'est celui qui ne va pas jusqu'au bout, c'est le bricolo. On va laisser de côté ça. Ouais, Entre nous, on va laisser ça de côté. Ça existe aussi. Là, je voudrais vous dire encore une chose. Quand tu m'as fait la proposition, l'amitié de me dire, tiens, viens parler avec moi de mon roman, puisque, autant vous dire, quand j'ai lu ce roman, j'ai eu envie de lui écrire, de lui envoyer une lettre. Et je lui ai dit, voilà, je viens de lire ce roman, c'est pour moi un très beau moment d'écriture, et je tenais à te le dire, et je lui ai envoyé une lettre comme ça. Parce que je pense que c'est à chaud qu'il faut dire les choses, et au moment où l'émotion vous a traversé d'une lecture, qu'on peut le dire, 8 jours après, vous ne pouvez plus le lire de la même façon, ça vous traverse plus pareil, c'est dans la mémoire, c'est pas la même chose. Or, une lecture, c'est peut-être l'acte le plus important, l'acte intellectuel le plus important que l'on puisse faire. C'est vrai aussi de l'écoute musicale en particulier, mais une lecture, c'est ce moment où tout notre esprit est saisi, sollicité par autre chose que soi-même, mais dans lequel on se retrouve, dans lequel il y a une vibration qui passe, hein, tu sais, et de toi à moi, la chose nous réunit ainsi qu'un coup d'archer, une façon de relire, de relier deux notes, la vibration de l'auteur, la vibration du lecteur.
Et en te lisant, c'est ce que j'ai ressenti. Ça me fait plaisir, parce que c'est une affaire de résonance. Enfin, ce que j'essaie de faire, c'est que les mots résonnent chez l'autre. Mais vraiment au sens de la résonance. On fait résonner quelque chose, un petit peu comme quand on joue à lancer des palets dans l'eau. Tu sais, le jeu des ricochets, tout le monde a fait des ricochets. Eh bien, quand le caillou, quand le galet touche la surface, il produit des ondes. Et puis, il fait un rebond, il va produire de nouveau des cercles concentriques comme ça. Et j'aimerais que la lecture provoque ça chez le lecteur. C'est-à-dire que les mots, que les phrases entrent en résonance avec une autre sensibilité. Et qu'au-delà de ce qui est dit dans la phrase, le lecteur puisse continuer, puisse faire sa propre histoire et donner ses propres couleurs à la phrase qu'il lit. Et voilà. Continue la lecture. Oui, il continue, c'est ça. Très bien ça. C'est-à-dire que la lecture, c'est effectivement d'abord un travail de communication. Si cette communication n'a pas lieu, eh ben on a raté son coup, quoi. Voilà. Mais il nous faut être précis et dire comment ça se passe et pourquoi ça se passe. Alors, je vais te dire moi comment ça s'est produit pour moi dans le roman. Le roman n'est pas si épais que ça, 200 pages et quelques, c'est très bien, c'est une bonne dimension pour un roman, je trouve, aujourd'hui. Puis les chapitres sont serrés, il n'y a pas de mots en trop, c'est vraiment très travaillé, très J'élimine beaucoup. Ah, évidemment. C'est comme en peinture, on élimine. Il y a ceux qui rajoutent, et puis il y a ceux qui éliminent. Moi, je suis du genre qui élimine, plutôt. Et donc, on rentre facilement dans ton livre, ce que je voulais dire. Et la première chose qui m'a frappé, c'est la manière dont tu parles des lieux que tu décris. Parce qu'au fond, lorsqu'il s'agit de paysages, on en parlait tout à l'heure un peu avec la peinture, mais on peut en parler avec la littérature, il faut que sous les yeux du lecteur se lève ce que les mots nous disent. C'est-à-dire que le mot se transforme en image. Et que non seulement ce soit une image qui soit sous nos yeux, mais que ce soit notre propre image. C'est-à-dire que tout d'un coup, ce que l'auteur a dit, quelque chose s'est dit de la même manière dans mon esprit qui me fait que je m'y reconnais. Et que je reconnais par les vibrations, je reconnais la même vibration de ce que je vois. Or, ça, c'est pas donné. Ça, c'est quelque chose qu'on trouve chez les très bons auteurs. Et c'est pas simple à faire. Et on peut rater souvent. Et tout d'un coup, il y avait, par rapport à ces paysages, je t'ai dit, pour moi, c'est le plateau de Lannemezan. Oh ben c'est ça. Oui, mais effectivement. Voilà. Il est sûr que je me suis beaucoup inspirée des lieux dans lesquels je vis. Moi, j'ai une maison qui est dans ce coin-là. Et les paysages que je décris, ce sont ces paysages-là, en grande partie. Et ceux-là ont cette importance-là. Ils ont cette importance, c'est-à-dire ce fond de Pyrénées, ce moment des Pyrénées, cet endroit, ce plateau, ce vent, cette lumière, ces choses-là. Parce que je pense en même temps que la couleur de ces paysages, elle se répercute sur les personnages. Enfin, elle colore en quelque chose les personnages eux-mêmes. Oui. Peut-être qu'ils ne réagiraient pas de la même façon dans un autre contexte. Mais en même temps, je veux dire que ces personnages sont ces paysages sont des paysages réels, en tout cas inspirés du réel. Mais il me semble qu'en même temps, ce que j'essaie dans le roman, c'est de créer un paysage mental, un espace mental qui n'est pas, qui n'est pas simplement celui des lieux. Mais déjà, posons les choses, posons le décor. Et comment dire, au fond, on peut être séduit parfois par ce qu'est l'exotique, quelque chose qui ne nous ressemble pas, et auquel on est sensible par le truchement de l'écrivain. Et là, lorsque je parle de ma lecture, moi, ce qui m'a touché, c'est que c'était
mon décor, c'était ma sensibilité, c'était mon pays. Je veux dire que la façon dont je voyais ce paysage que tu décrivais, j'y suis. Je suis de là. Je ressens les choses comme ça. Et ça, c'est très fort quand on a cette rencontre. Et pas tellement par ce que tu disais de ceci ou de cela, mais même la description d'un nuage, d'un orage, d'une lumière, telle que tu le fais, pose le décor du roman d'une manière qui pour moi, était quelque chose de parfait, parce que je me suis trouvé d'entrée à l'aise dans le roman. Ah, la deuxième chose, avant d'en venir au personnage, sur laquelle je voulais t'interroger, c'est la question de la maison. Et ce n'est pas une question banale ou simple, ça c'est une question fondamentale. Pourquoi as-tu choisi ce sujet qui va être le vortex, le centre de toutes les péripéties de ton roman? Pourquoi tu as choisi la maison et ce type de maison en particulier? Alors d'abord parce que cette maison, elle ressemble beaucoup à la mienne. Mais en même temps, cette maison, elle est centrale dans le roman. D'ailleurs, il y a un pléonasme dans le titre, hein, parce que la maison, la case, c'est pléonastique, c'est la casa, c'est la maison. Et donc, c'est doublement. Le personnage central de ce livre, finalement, c'est la maison, parce que cette maison, elle a ceci de particulier d'être sous le signe de la religion. D'emblée, on est frappé quand on rentre dans cette maison par la porte. Il y a une porte qui est très ancienne, qui date de 1809, c'est-à-dire la construction de la maison, elle n'a pas été changée depuis. Cette porte, elle porte des armoiries, enfin je ne sais pas si on peut dire armoiries, des signes religieux. Il y a une croix, il y a un ciboire, donc c'est quand même assez étonnant parce qu'on ne voit pas tellement ça. Tu aurais pu en faire un presbytère. Ce n'était pas, oui, mais c'était, si ça avait été avait été un presbytère, les personnages auraient été différents. Oui, ce sont des paysans, ce sont des agriculteurs, de la fin du 19e et du début du 20e siècle. Et cette maison, je me suis dit qu'elle avait dû certainement façonner la mentalité des gens qui ont vécu là. On ne vit pas impunément sous le signe de Dieu, sans qu'il se passe quelque chose. Donc cette maison, elle est centrale pour cette raison. Et en l'occurrence, sous le signe de la religion, peut-être comme force de contrainte, peut-être au nom de Dieu, naturellement. Absolument, oui. Forte. Oui. Puisqu'en réalité, on va voir que la religion va jouer un rôle important dans le roman. Oui. Mais encore un mot sur la maison. Tu viens de parler de la porte. Tu as voulu, avec précision, si tu ne parles pas plutôt du portail, toi. Il y a les deux. 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 Dont tu parles, c'est le portail ou c'est la porte? Non, c'est la porte. C'est la porte. C'est la porte. Oui, la porte. Oui. Et c'est une porte qui n'est pas celle qui est sur l'image, mais qui pourrait être. Voilà, le portail, alors là, pour dévoiler tous les dessous de l'affaire, ce n'est pas ce portail-là. Hein, le portail, il y a un portail avec... Non, c'est un portail, c'est des planches d'un portail. Le portail dont je me suis véritablement inspirée ne porte pas une croix. Les croix, les symboles religieux, ils sont sur la porte d'entrée de la maison. Voilà. D'accord. Mais ça, étant donné que... il faut s'attendre, en voyant ça, en lisant ce que tu écris, en écoutant ce que tu dis, il faut s'attendre à ce que la religion, malgré tout, à un moment ou à un autre, joue un rôle dans ton histoire. Oui, bien sûr, oui, elle imprègne l'histoire. Puis ça, c'est pas très très loin de Lourdes non plus. Hein. Je pense que les personnages, ils sont quand même imprégnés par tout ça. Oui. Après, il y a une deuxième chose, c'est que, si on comprend bien, le personnage qui vient habiter là, c'est quelqu'un d'ailleurs, c'est quelqu'un de la ville, qui se dit « je vais me poser là ». Et qui ne se pose pas trop de questions. Il y a une opportunité. Il y a un lieu, ce lieu est inconnu, tant mieux, et je me pose là et je n'ai même pas peur. Ouais, c'est ça. Bien qu'il y ait des rats, qu'il y ait des choses comme ça, il y a des petites bêtes, il y a des fouines, il y a des... Alors, une précision, c'est quand même une femme seule qui va là. Oui. Pourquoi ? Parce qu'il ne fallait pas l'embarrasser d'un compagnon. Non, j'avais besoin qu'elle soit seule. J'avais besoin qu'elle soit seule parce que
elle ne pouvait accueillir dans son intimité cette présence de cette femme qui a vécu avant elle dans cette maison. Tu ne sais pas au moment où tu écris. Au moment où j'écris, j'en ai une petite idée quand même, mais je ne sais pas au départ. Au départ, non, je veux dire qu'elle aurait très bien pu arriver avec un compagnon, avec des enfants, pourquoi pas. Mais est-ce qu'elle aurait été à ce moment-là disponible pour être à l'écoute de cette maison? Tu sais ce que je me suis dit, moi? Non, je ne sais pas, mais tu vas me dire. Je me suis dit, une chambre, moi seule. Oui, c'est Virginia Woolf. Oui, c'est ça, oui. Mais je pense qu'elle ne se pose pas un problème. Elle ne vient pas là. Elle vient faire de la botanique. Oui, elle ne vient pas là pour écrire un roman, ni pour écrire sur cette maison. Elle vient parce qu'elle est illustratrice et qu'elle illustre des ouvrages de botanique. Or, son éditeur publie un ouvrage sur la flore des Pyrénées. Donc, elle débarque dans le coin en se disant je vais aller randonner en montagne et puis je peindrai des gentianes et des campanules. Enfin, voilà, elle vient pour ça. Et puis, petit à petit, elle va se laisser prendre par cette maison, elle va se laisser happer par l'esprit qui y règne. Et je pense qu'elle n'aurait pas pu le faire si elle avait été encombrée d'enfants, de maris, d'un compagnon. Voilà. Il fallait qu'elle ait, c'est ça, comme dans Virginia Woolf. Pour être disponible, il faut être seule. Voilà. J'aimerais que tu dises, tu m'expliques petit à petit, parce que c'est petit à petit qui compte. Oui. C'est effectivement, parce que le petit à petit, c'est un petit à petit de l'écriture. Oui. C'est-à-dire que les choses, les bruits, les lieux, la manière dont les lieux prennent possession d'elle, oui. Tout autant qu'elle prend possession des lieux, ça se fait petit à petit. Et comment es-tu rentré dans ce mouvement-là? Comment ton écriture t'a-t-elle conduite à ça? Et à quoi t'a-t-elle conduite en vérité? Parce que quand tu écris ton roman, j'imagine que je ne veux pas faire l'historique, je ne le connais pas, mais tu te dis la maison, le lieu, je vais décrire ce lieu, je vais dire... Comment ça va se nouer, cette affaire-là, dans ton esprit? C'est effectivement, le petit à petit, c'est important parce que c'est un travail sur le temps, en même temps. Au départ, elle se dit... Elle va découvrir donc des traces. Elle ne sait rien de la famille qui a vécu là. La famille Lacaze, ça ne lui dit absolument rien. Puis petit à petit, les gens du village vont lui en parler un petit peu. Elle va trouver dans le grenier des restes de lettres, mais enfin, vraiment 3 fois rien. Puis petit à petit, elle s'intègre un petit peu à la vie du village. C'est pas évident, parce que les gens qui viennent d'ailleurs, on leur raconte pas trop les histoires du village, mais elle en sait assez pour comprendre que dans cette famille, il y a eu un fils, le cadet, qui est parti en Amérique du Sud, qui a émigré, comme ça se faisait très souvent à l'époque, pour ne pas diviser la propriété. Eh bien, le dernier partait, émigrait, et beaucoup ont émigré en Amérique du Sud. Celui-ci a émigré en Uruguay. Et il a fait suffisamment fortune pour enrichir cette maison Lacaze, qui est devenue la plus belle maison du village. On est encore ici. Le centre, c'est bien. Tu as pensé à Jules Lafont, au passage. Voilà, mais à toute l'histoire qu'il y a de tous ces émigrés qui sont partis un temps. Donc ce garçon est parti, elle apprend ça. D'ailleurs, là-dessus, les voisins sont assez prolixes, parce que c'est quand même un petit peu le héros du village. C'est celui qui a fait fortune, c'est celui qui est revenu, qui a enrichi la famille. Mais elle va découvrir autre chose. Elle va découvrir qu'il avait une sœur qui est restée là. Et alors là, en ce qui concerne la sœur, motus, personne ne veut en parler. Tu connais le prénom, par exemple? Oui, je vais apprendre le prénom. Léa, le personnage, va apprendre. Le frère qui est parti s'appelle Félix, un homme prédestiné quand même. Et elle va apprendre qu'il avait une sœur qui s'appelait Félicie. Et elle va apprendre par la suite qu'ils étaient jumeaux. Voilà, Félix et Félicie avec des prénoms qui les prédisposaient au bonheur. Et ça ne s'est pas passé comme ça. Voilà. Mais pourquoi ça ne s'est pas passé comme ça pour la fille? Eh bien ça, elle ne va l'apprendre que petit à petit, parce que finalement ça l'intrigue beaucoup qu'on ne veuille pas en parler. Il y a un mystère là-dedans. Donc elle va faire quelques recherches, parce qu'on lui a dit qu'il y avait eu un fait divers, ou qu'elle avait été mêlée, mais
c'est toujours très vague. Donc elle va faire des recherches, elle va aller voir un petit peu dans les articles de journaux de l'époque, dans les archives, et elle va avoir suffisamment de jalons, enfin de traces, pour se dire qu'il y a là matière à une histoire. Et elle va se demander si elle ne pourrait pas la raconter, cette histoire. Mais ça la traverse comme ça, elle n'est pas là pour écrire l'histoire de la maison, finalement. C'est ça qui m'intéresse. Ouais. C'est, est-ce que cette idée de l'histoire, ce drame que tu vas raconter, cette histoire rurale, profonde, est-ce qu'elle est présente dans ton esprit au moment où tu écris, où tu commences à écrire? Est-ce qu'elle est là, déjà, ou est-ce qu'elle arrive en cours d'écriture? Non, elle est là à l'état embryonnaire. Elle est là quand même. Elle est là quand même, mais sans savoir. Quelque part, tu sais que tu veux raconter cette histoire. Je sais que je vais raconter l'histoire de Félicie. Comment elle va arriver, cette histoire, ça, je ne sais pas encore. Tu avais des éléments Alors, les éléments, c'est justement ce que Léa va trouver. Ce sont ces embryons de lettres. Enfin, toi, tu avais ces éléments-là? Ben oui, parce que j'avais un petit peu cette idée-là quand même, mais sans savoir exactement. C'est-à-dire que je n'ai pas écrit quelque chose qui était déjà clair dans mon esprit. Voilà. Et je vais dire que tout le travail de ce roman, tout le travail d'écriture, c'est un travail d'éclaircissement, de comprendre ce qui s'est passé. Alors, comprendre ce qui s'est passé, pour moi, écrivant, ça ne veut pas dire simplement énumérer des faits dans un ordre chronologique, il s'est passé ceci, cela, qu'elle va trouver, qu'elle va deviner dans la correspondance, qu'elle va trouver dans les faits divers relatés par les journaux, qu'elle va retrouver dans le compte-rendu d'un procès, etc. Et puis quelques confidences qu'on va lui faire. C'est pas ça. Ce qu'elle va essayer de comprendre, c'est justement ce qui n'est pas dit dans l'histoire. Bon, je vais prendre une espèce de métaphore, une image. Tu regardes une carte géographique. Tu as des points, comme ça, des noms de lieux. Et puis, ce sont des endroits que tu ne connais pas. Et il faut les relier entre eux et il faut imaginer le paysage. Imaginer ce qu'il y a derrière ces noms de lieux. Eh bien, l'écriture, ça a été comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait au départ des points de repère, mais qui n'étaient que des repères. Et il fallait les relier, il fallait en faire une histoire dont, alors ça c'est important, dont la narratrice n'est jamais sûre que c'est l'histoire vraie. En fin de compte, il y a des faits qui sont avérés, mais tout ce qu'elle met dedans, la façon dont elle imagine la vie de Félicie, parce qu'elle l'imagine en réalité. Et à la fin, on peut même se demander si tout cela n'a pas existé que dans son esprit. C'est-à-dire que ça n'existe que par l'écriture qu'il a fait exister, cette Félicie. C'est ça qui m'intéresse, c'est la manière dont les choses vont se nouer dans ton esprit. C'est pour ça que je te demandais si cette idée, cette histoire, tu la connaissais, ou si elle avait un précédent, si elle était constituée comme telle, ou bien si elle se fait effectivement au jour le jour et au moment où on avance. Parce que, justement, c'est quelque chose que j'ai commencé à dire quand je dis que tu décris le paysage, tu décris un paysage très beau, le paysage du plateau de Lannemezan avec les Pyrénées au fond, c'est très beau, oui, mais tu décris aussi des orages, tu décris des moments de brutalité qui arrivent sur ce plateau, comme ça, qui tout d'un coup donne un caractère bien moins apaisé au lieu, et dans les personnages, il y a ça aussi. Donc, Félix Félicie, on se dit, bon voilà, bonheur, la case, le achat, tout ce qu'on voudra, bon, mais tout d'un coup, ces personnages ont des orages, traversent des orages. Et cet orage que l'on sent, dont tu en parles au tout début, on va le voir se produire dans les caractères, dans les histoires. Tu le dis justement, cette recherche-là, est-ce qu'à un moment donné, tu n'es pas, comment dirais-je, je ne dirais pas victime, mais en tout cas attiré dans la force du sujet que tu soulèves. C'est-à-dire, est-ce que la force de ce drame paysan qu'on va trouver ne va pas en quelque sorte t'offrir une tentation à laquelle tu vas céder, alors qu'on ne savait pas si tu allais aller jusque-là au début? Oui, certainement. C'est un peu comme un vortex, tu vois, ça fait un tourbillon et ça t'absorbe. C'est-à-dire qu'à partir d'un moment, du moment où je rentre dans l'histoire de ce fait divers qu'elle trouve dans un journal. Et elle sait qu'il y a eu une histoire comme ça avec cette fille.
Donc elle va réinventer cette histoire. Elle ne sait pas si c'est exactement, si ça s'est exactement passé comme ça. En tout cas, le fait divers, il ne dit pas ce qui se passe dans l'esprit de Félicie. Et pourquoi elle va le réinventer? Parce que peut-être, maintenant on enjambe un peu cette séquence, parce que peut-être c'est dans une séquence qui sera la conséquence. Oui, de voilà. Ce que tu mais racontes. elle ne l'apprend qu'après. Voilà. Elle ne l'apprend qu'après que le frère va vendre cette maison, autrement dit qu'il va faire exploser la famille. Parce qu'à partir du moment... À quel moment tu l'introduis, ça, j'ai plus en mémoire? Je ne me souviens plus à quel moment, c'est quand... Ah ben c'est vers la fin quand même, c'est quand, l'une des paysannes de ses voisines avec qui elle s'est liée d'amitié va finalement lui raconter quelque chose que personne ne sait, qu'elle sait, elle, qu'elle a gardé toute sa vie, dont elle n'a jamais parlé, qui est le retour à un moment donné de cette fille. Bon. Et donc à ce moment-là, on va comprendre pourquoi la maison a... Pourquoi elle a chuté. Voilà. Pourquoi la chute de la maison à la case. Ouais, voilà. Mais il ne faut pas trop déflorer non plus. Non. Ce qui m'intéresse dans la manière dont tu racontes ça, c'est ce couvercle qu'on lève. Et ce couvercle, c'est pas simplement qu'on raconte une histoire qui va se passer, c'est qu'on raconte aussi quelque chose du roman du XIXe siècle. Oui. C'est-à-dire que ce type de roman... C'est Flaubert, c'est Maupassant, c'est la campagne normande. Et ça prouve que ça ne se passait pas seulement dans la campagne normande, ça se passe aussi dans la campagne pyrénéenne. Hein. Et c'est pour ça que je te dis... C'est idyllique, on ne dirait pas virgilien, mais enfin... Ah oui, c'est... Il y a tout d'un coup cette espèce d'abrupt, de fond, de faille dans laquelle on peut c'est derrière quelque chose qui est très lisse, qui est très... c'est aussi une campagne recomposée, hein, c'est un jardin, c'est plus la campagne telle qu'elle était. Et dessous, là-dessous, il s'est passé quelque chose. Est-ce que tu as déplié ça sous la forme justement du diptyque Félix, Félicie, le réel, la maison accueillante, la maison tragique Est-ce que tu as joué là-dessus ou pas? J'ai joué davantage sur les deux narrations, celle de Ernesto et celle de Léa. Ce sont ces deux narrations qui s'imbriquent l'une dans l'autre. Besoin d'un personnage, d'un deuxième voilà. personnage. Et c'est ça, mais voilà, le déclic, c'est ça. Voilà, c'est celui qui arrive par rapport à ceux qui sont restés. Voilà, c'est celui qui revient. C'est un petit peu l'histoire de l'éternel retour. Et l'histoire recommence parce que quelqu'un revient. Peut-être que si cet Ernesto, qui est le descendant du Félix qui a émigré en Amérique du Sud, s'il n'était pas revenu à ce moment-là, peut-être qu'elle n'aurait jamais écrit cette histoire. Et elle ne va l'écrire que parce qu'il y a un récit qui s'instaure entre deux. Voilà. Parce qu'il la pousse à lui raconter. Et il faut répondre à ça. Et un questionnement qui est double. Voilà. L'un questionne l'autre, l'autre questionne l'un. Exactement, parce qu'elle le questionne sur ce qu'est devenu ce Félix à Montevideo. Et lui, d'ailleurs, elle découvre incidemment que ce n'était pas l'espèce de paysan enrichi, un peu vaniteux, étalant sa fortune, qui a laissé ce souvenir, enfin le souvenir de cet homme-là au village. C'était quelqu'un qui était peut-être beaucoup plus raffiné, qui fréquentait des écrivains, et qui est mort de désespoir. Voilà ce qu'elle va apprendre d'Ernesto. Et là, c'est là que les deux histoires s'embrochent l'une dans l'autre. C'est-à-dire qu'il est mort de désespoir parce qu'il est arrivé quelque chose à sa sœur et qu'il n'a jamais résolu l'énigme. Et ce descendant qui arrive maintenant, eh bien, ça va être le déclencheur qui va obliger Léa à lui raconter ce qu'elle sait de cette histoire, de son côté. Voilà. Et donc l'histoire, elle se construit comme ça. C'est-à-dire elle avait des éléments, elle va lui raconter ce qui s'est passé, elle va lui montrer les coupures de journaux, des choses comme ça. Mais la véritable histoire, elle est justement sous cette surface un peu paisible, tout ce qui s'est passé dessous.
On va y revenir. Voilà. Je reviens, tu en as évoqué Maupassant à l'instant, je reviens sur cette idée que derrière cette campagne idyllique, apaisée, etc., il y a des drames terribles, il y a des rapports humains qui sont terribles, des choses d'une violence incroyable. Et pour en avoir une idée, ça je trouve que c'est une idée romanesque magnifique. C'est un des moments les plus réussis, à mon avis, de ton roman. Il y en a beaucoup, mais celui-là est très beau. C'est la mort de Lulu. Lulu le cochon. J'aimerais bien que tu en parles un peu, parce que Lulu, c'est un cochon, et c'est le cochon que l'on tue dans le Pelleport. Et je dois dire que c'est la plus belle narration d'un Pelleport que j'ai lue, parce qu'elle est à la fois tendre, violente, déchirante même, et toujours complètement littéraire. On pourrait prendre le temps de le lire, si tu veux. Oui. Hein, oui. Ça nous arrêterait un petit moment, là. Oui, voilà. Vous voulez qu'on le lise, oui. Bon. Tiens, j'ai marqué le passage. Tu as marqué. Tu veux que je le lise, moi? Oui, je veux bien le lire, mais enfin, vas-y. Oui. Non, j'aime autant que tu le lises, toi, parce que je ne suis pas sûre de... Bon, d'accord. Voilà. Tiens, ya. On va se poser un petit moment. On va faire un petit entracte lecture. Et vous allez voir comme c'est joli. Il y a 3-4 pages. Hein. L'enfance de Léa ressemble à celle de Félicie. Au point, elles se confondent dans le récit. Vous voyez ce qu'on vient de dire tout à l'heure. Mais au fond, ça importe peu. Qu'importe que les souvenirs de Léa se mêlent l'histoire de Félicie. Loin des villes, le temps s'écoule plus lentement, les changements se font au ralenti et les modes de vie anciens perdurent plus longtemps, comme se répètent de génération en génération les mêmes gestes 1000 fois répétés, les pas des fils dans les pas de leur père, comme se perpétuent les mêmes émotions, les mêmes passions qui agitent les hommes dans les mêmes odeurs chaudes des tables et la patience lourde des bêtes, avec des odeurs de paille et de foin, des odeurs de feuilles et de terre mouillée, des odeurs d'après la pluie, et les travaux des champs, dans l'été qui s'attire sans fin. C'est beau, hein? On pourrait faire une belle rédaction là, pour les élèves. Si on leur donnait de la littérature pour ça. Ils ont dû connaître cela, les jumeaux. Le moment des foins, où l'air charrie des effluves d'herbes fraîchement coupées, où les enfants se font rappeler à l'ordre parce qu'ils se roulent dans les andins que les femmes rassemblent au râteau, et celui des moissons avec les résidus de paille qui grattent la gorge et transforment l'air en poussière jaunâtre, et la brûlure du soleil qui essore les corps et vous en tire tant de sueur qu'il n'en reste plus une goutte d'eau, même pour des larmes de fatigue, et le frisson du courant sur les jambes en fin de journée quand on s'assied sur les pierres plates au bord de la rivière. Les mêmes expériences qui, en même temps que le don d'émerveillement, donnent aux enfants élevés à la campagne l'intuition que la mort n'est jamais loin, derrière l'autel, sur la croix, sur toutes les croix dressées aux croisées des chemins qui disent à la fois la mort et la résurrection, dans le corps des chouettes, Chloé vive aux portes des granges, dans celui du blaireau, tiré de son terrier et massacré à coups de gourdin, jusqu'à ce qu'il ne reste plus de lui qu'un petit tas de souffrances, inutiles, sanguinolentes et empaquetées de poils. Dans le corps du merle qui sifflait joyeusement, il y a une seconde qui tombe, frappée en plein vol par la fronde du gamin. La conscience que la vie et le meurtre sont inextricablement mêlés, qu'il y a au cœur de l'enchantement l'arrière-goût amer du tragique, le désastre tapis au fond des cœurs, tel un monstre endormi, et le pressentiment que le péché originel n'est rien d'autre que la capacité de faire le mal, donné à chacun au moment même de sa venue au monde. Elles ont connu les mêmes choses de l'enfance, Léa et Félicie. Le ravissement des choses douces, comme la mousse humide sous les pieds nus et le museau soyeux des veaux sous la paume des mains. Le cœur qui éclate d'allégresse pour la naissance d'un agneau, pour l'éblouissement d'un matin de printemps, et qui se brise en 1000 morceaux les jours de ténèbres. Les porcelets collés aux flancs de leur mère, qui vous font chavirer de tendresse avec leur couinement de bébé. On les prend dans les bras, ils sont fragiles et tièdes, avec un soupçon de soie sur leur peau rose. Et le jour où l'on tue le cochon, Lulu, le malheureux goré, dont les braillements vous vrillent les oreilles, vous fichent le sang, vous glacent le cœur et les os. Quand on le sort de la soue, l'un tirant et l'autre poussant,
qu'il comprend soudain ce qu'il attend, en voyant ses bourreaux, l'un tenant la corde et l'autre le couteau, et les récipients posés au sol, et l'eau bouillante qui fume sur le trépied. Lulu, qui grogne et gigote, et tente en vain de s'échapper, maintenu à terre, pattes ligotées, puis hissé par deux hommes qui tirent sur la corde, la poulie grince un peu, Lulu suspendu, tête en bas, au crochet de l'appentis, qui s'époumonne toujours de terreur, l'artère qui bat à la gorge, et les cris des hommes qui étoufferont bientôt le dernier reniflement, noyé dans le flot rouge qui s'écoule maintenant dans la bassine. Floc, floc, comme des sanglots. Cela prend du temps, la vie qui s'écoule, presque une éternité. La vie qui ne cesse de s'écouler depuis des siècles, est toute chair martyrisée. De l'homme ou de la bête, des Saladeros d'Uruguay à une ferme des Pyrénées ou de Corrèze, la vie qui s'échappe du ventre ouvert, les entrailles encore frémissantes, les boyaux glissant entre les mains en longs serpents nacrés, la masse des viscères fumantes, tombant dans le baquet avec un bruit mouillé et des exhalaisons de merde et de pissa. Des kilomètres de tripes et boyaux pour des kilomètres de peau de saucisses et saucissons, et la vessie transformée en outre ou en lanterne, lavée et relavée à grande eau, mais l'odeur reste là, excrémentielle, qui ont puanti l'atmosphère, imprègne les vêtements, s'insinue dans les narines, ne vous quitte plus. Alors, on bouche le nez, les oreilles, pour ne plus entendre les hurlements, et les mains sur les yeux, pour ne rien voir, s'enfuir vite à l'autre bout de la maison ou derrière les arbres, chercher un trou où se cacher, se mettre à courir sous le rire des adultes, cependant que les fois vous arrêtent. Ne reste pas planté là, va chercher ceci, apporte-moi cela, tiens-moi cette casserole, viens aider ta mère, n'arrête pas de touiller le sang avec une cuillère de bois. On retient ses larmes, incapable de bouger ou de parler, l'envie de vomir qui vous soulève l'estomac et ce sentiment de culpabilité qui ne nous guidera plus jamais. Est-ce que Félicie aussi a voulu s'enfuir? Une chienne s'approche, qui veut sa part du festin, léchant le sang, flairant un bout de viande à voler, quelqu'un la chasse d'un coup de sabot. À la fin, il ne reste plus qu'un tas de linge souillé, des tabliers ensanglantés en tampon dans un coin de la remise. Demain, on n'y pensera plus. Demain, on procédera à la transmutation des matières liquides et solides en côtelettes, rôtis, jambon, boudin, pâté, hure, coine, pieds, paquets, oreilles grillées. Les femmes s'affaireront durant 2 jours dans l'air saturé de l'odeur épaisse du lard fondu. On festoiera avec les voisins qui sont venus donner un coup de main. Tout est bon dans le cochon. Et il y a du bois dans le bûcher. On a éloigné le spectre de la famine qui a fait hanter les campagnes. Oui, demain viendra le temps des réjouissances. Tout le reste sera oublié. C'est ce qu'on se dit pour consoler les enfants inconsolables. Mais se consolera-t-on jamais? Bon, ça continue comme ça. J'arrête là. Pas si vous partagez mon impression, c'est beau, c'est une très belle langue. C'est parfaitement décrit, c'est juste, le tempo est parfait, et pour qui a un peu l'oreille, on se dit que c'est pas seulement du cochon qu'on parle. Ah ben c'est autre chose. Voilà, donc ça me donne une idée du drame sous-jacent, et c'est pour ça qu'on évoquait Maupassant, la campagne normande tout à l'heure, les rites paysans, le monde paysan, dont l'image est évidemment idyllique, pour peu qu'on ne la partage pas, mais quand on y vit, quand on a les pieds dans la boue, on voit bien que c'est tout autre chose. Alors, je ne sais pas si tu veux raconter ce qui va se passer dans cette maison, et ce drame, moi, je serais partisan de ne pas le raconter pour que les gens aient envie de le lire. Il faut laisser un peu de suspense. Mais je viendrai plutôt à un autre moment. Tu veux peut-être t'attarder? Oui, si, vous pouvez. Oui. Je viendrai plutôt à un autre moment qui est ce moment où, en fait, on voit qu'il y a eu un drame et que ce cochon nous raconte, ben, ça va se vivre ensuite. Et il y aura, comment dirais-je, quelque chose qui va se nouer dans la vie de Félicie. Oui. Peut-être tu peux en dire deux, trois mots. Oui, mais je voudrais faire une petite remarque quand même. C'est que, tu l'as vu dans la lecture de ce passage, ce n'est pas forcément Félicie qui vit le tue-cochon. C'est la mémoire de Léa. Absolument. Et la mémoire de Léa, elle se confond avec
la mémoire qu'elle prête à Félicie. C'est-à-dire qu'il y a un moment où effectivement les deux histoires se mêlent et tout se passe comme si lorsqu'elle raconte cette histoire à Ernesto, elle lui parle en même temps d'elle-même. Elle ne parle pas seulement de Félicie, elle parle d'elle-même. C'est ça. Voilà. Et je crois que ça ouvre une espèce de profondeur de champ qui fait qu'on ne reste pas prisonnier d'une espèce d'histoire factuelle et linéaire, mais je crois qu'on rentre peut-être dans la profondeur des consciences. Et pour moi, c'est ce lieu qui est le lieu de l'intime de Léa, de l'intime de Félicie, de l'intime d'Ernesto. Et c'est ça le travail d'écriture, arriver à cerner ce lieu-là. Enfin, je ne sais pas si je m'explique très bien, mais voilà. Moi, ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, à ce moment-là du récit, on est à peu près à la fin du premier tiers, du premier grand tiers, c'est ce qui va s'insinuer, qui est la présence de la mort. Oui, absolument. Tout d'un coup, on va avoir affaire à la mort. Oui. Et la mort qui sera celle de Félicie, mais avant sa mort, il y a une autre mort. Et là, il faudrait peut-être en parler un petit moment pour essayer de parler de cette mort singulière, qui est une mort justement dont on ne parle pas, dont on ne peut pas parler, et qui est la grande omerta, qui est la chose précisément qu'on ne peut pas dire, qui est la mort qui est liée aux enfants qu'on ne souhaite pas venir au monde. C'est la mort, oui, c'est la mort de l'enfant, c'est l'infanticide, mais cet infanticide, il va évoquer des échos dans la vie de Léa, qui a aussi perdu un enfant. Et il y a ce rapport, à partir de là, ce rapport à la mort, d'ailleurs, ce qui la frappe ce qui lui est resté de l'expérience du Pelleport, et elle suppose que l'expérience de Félicie a été la même, et je pense qu'elle est la même pour tous les gens qui ont assisté à ce spectacle-là. Enfants, oui. Enfants, qui ont assisté, enfants, bien sûr. Ce sont des souvenirs d'enfance, c'est ce qui a marqué la sensibilité de l'enfant. Cette mort, elle fait écho à la mort de son propre enfant et à la culpabilité. Le sentiment de culpabilité, il naît dans le spectacle de la mort infligée à l'animal. Et il renvoie à une autre culpabilité, qui est la culpabilité vis-à-vis de l'enfant mort, qui sera vécue, cette culpabilité, de façon totalement différente par Félicie et par Léa, parce que la mort ne se produit pas du tout dans les mêmes circonstances, mais elle aura la même culpabilité pour une autre raison. Donc, je ne vais pas dire là, mais... Elle est longue à venir, cette confidence. Hein. Oui, bah oui, parce avant que... qu'elle apprenne à la fois ce qui s'est passé avec Félicie, elle est longue. Oui. Et parce que c'est petit à petit qu'elle s'imprègne de l'histoire de Félicie et que cette histoire de Félicie lui fait revivre à elle-même un certain nombre de... Pourquoi elle a été chassée par sa famille. Voilà. Et ça renvoie à des choses qui sont présentes chez Léa aussi, qui est le sentiment de solitude extrême. Parce que cette solitude, elle est partout d'ailleurs, la solitude. Dans la façon dont Félicie va vivre son histoire, absolument seule, rejetée par la famille, la façon dont Léa, de son côté, se retrouve seule après la perte d'un enfant, et elle vient, comme tu disais tout à l'heure, s'enterrer dans cette campagne qui est un peu le trou du cul du monde pour elle. Donc la solitude, et la solitude aussi d'Ernesto, qui vient sur les traces de sa famille, mais qui finalement ne retrouve rien, arrive ici vraiment comme un étranger dans cet endroit. D'ailleurs, il va aller au cimetière, parce que, bon, il faut le faire, voir où ils sont enterrés, les ancêtres, mais ça ne lui parle absolument pas. Il ne se sent aucune attache avec cela. Et la seule attache, et c'est en même temps ce qui va les attacher l'un à l'autre, c'est cette histoire. L'histoire au fond, elle va raconter cette histoire un petit peu comme Scheherazade, en faisant traîner, en attendant, en ne disant pas tout d'un coup. Et c'est cette histoire qui va tisser les liens entre eux aussi. C'est-à-dire que Léa est peut-être venue là sans le savoir, pour se mettre au clair avec sa propre histoire. Ah, probablement. Je ne sais pas si elle est venue pour ça, mais en tout cas, c'est ce qui va l'y retenir et c'est ce qui va lui permettre de se mettre au clair avec elle-même. Oui.
En racontant l'histoire de l'autre, ça lui donne la possibilité de rentrer dans sa propre histoire. Voilà, et c'est fait avec beaucoup de légèreté, enfin plus exactement, oui, avec beaucoup de délicatesse. C'est-à-dire que c'est à peine, c'est pas appuyé, c'est à peine on sur le découvre. Oui. Et d'ailleurs, il y a un autre passage dans le roman que j'ai trouvé très très intéressant de ce point de vue-là. C'est le moment où, avec Ernesto, après avoir connu finalement une idylle sentimentale, ils vont chercher une tombe. Oui. Oui. On parlait de ça. Oui, ah ben oui, tout à fait. Oui, oui, parce que à quel passage exactement tu fais disons, au moment où on parle de la mort de Félicie. Voilà, au moment de la mort de Félicie, et finalement, elle est peut-être là. Voilà, ils se disent. Léa vient d'évoquer la possibilité qu'elle ait été tuée. Mais c'est fantasmatique, hein. Ça se passe dans son esprit, elle n'a aucune preuve de cela. C'est-à-dire, pardon, je t'interromps, oui. Pour les auditeurs, disons que les personnages qui parlent se mettent soudain à évoquer une hypothèse que le lecteur doit faire lui-même. Oui. C'est-à-dire qu'on donne au lecteur les éléments au travers duquel le lecteur va se dire: mais il y a eu non seulement un infanticide, mais encore un meurtre. Ouais, mais ça n'est pas dit. Non, c'est pas dit comme ça. C'est-à-dire que c'est là que le roman fonctionne très très bien. C'est-à-dire que c'est celui qui lit qui finalement va plus loin dans les conclusions que... Voilà. C'est parce que là, dans le livre, ça reste à l'état d'hypothèse. Et à un moment donné, Léa dit, mais c'est presque en matière de plaisanterie, après tout, elle est peut-être là-dessous, là. Elle est peut-être sous le tilleul, elle est peut-être sous nos pieds, Félicie, et ils vont rentrer, ils vont reparler cette conversation va leur revenir à l'esprit, et je crois qu'elle dit, je me souviens plus dans quel terme je l'écris, mais elle va dire à un moment donné qu'elle a l'impression qu'ils ont enterré leur propre enfant. C'est-à-dire qu'il y a cette espèce de... Mais ça se passe effectivement dans leur esprit. Mais ils ont de redonner... Le récit a donné naissance au personnage de Félicie, qui n'existe que par cela. Il n'existe que par la parole, l'oralité d'abord, et l'écrit ensuite. Elle n'a d'existence que par ce récit, que par cette écriture. Et au moment même où il la ressuscite, en quelque sorte, elle n'existe que par son absence, que par sa mort. Exactement. La seule chose qu'il met à jour, finalement, c'est cette mort du personnage dont ça parle. Sais-tu à quoi j'ai pensé à ce moment-là? Mais toi qui as fait de la critique d'art, peut-être que tu vas réagir à ce que je vais dire. J'ai pensé à l'Angélus de Millet. Oui, il en est question à un moment donné, d'ailleurs. Il y a la suspension du temps. Tu vois pourquoi je dis ça? À un moment donné, par rapport au temps ou par... Non. Par rapport au tableau. Ben, dans le tableau, ils regardent le sol, tous les deux, ils écoutent la cloche de l'Angélus. Oui. Vous l'avez en mémoire, ce tableau? Oui, tout le monde a vu ça sur les calendriers des postes. Oui. Mais... Figurez-vous que Salvador Dali a dit un jour, vous savez, il faut des gens qui disent oui, Salvador Dali a dit un jour, c'est pas possible, ça peut pas être deux paysans comme ça, confiants en dévotion, avec leur panier de patates frites et qui écoutent l'Angélus. Il y a autre chose. Oui, ils ont dû planter un... Et Dali dit, il y a une tombe. Et voilà, ils ont enterré quelqu'un. Ils sont en train d'enterrer leur... Oui. Et c'est vrai que dans la position où ils sont, c'est aussi bien une prière sur une tombe que oui. Et alors, bon, en effet. La critique d'art, Catherine Millet a voulu en savoir davantage, et il y a eu une radiographie du tableau. Et on a trouvé. Et que croyez-vous qu'on a trouvé? Une tombe. Oui. On a effectivement trouvé la représentation d'une tombe. Oui. Une prière. Sur un enfouissement. Oui. C'est peut-être l'enfant enfoui. Oui. Donc, alors, de quoi voilà, tu vois, on parlait de résonance tout à l'heure. La littérature. Et ben voilà, elle est faite de ces renvois
Voilà, un truc qui fait penser à quelque chose, qui fait penser à quelque chose, qui fait penser à quelque chose. Voilà. C'est ça, les cercles concentriques dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Et un bon roman, une belle fiction, c'est celle qui vous met en situation de, justement, entendre jouer ce clavier des résonances. C'est-à-dire qu'effectivement, parce que la phrase nous y amène, parce que le climat est créé, parce que l'histoire est convaincante et qu'elle vous renvoie à tout ça. Donc ça brasse quelque chose d'immémorial, d'éternel. Oui, mais voilà. De ce rapport au deuil. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le lieu de la littérature, enfin du roman en tout cas, le lieu du roman, c'est le lieu de l'intime. Parce que c'est de ce lieu-là que partent toutes ces résonances qui peuvent trouver un écho dans la conscience de l'autre, dans la conscience du lecteur. Et quand je dis le lieu de l'intime, ça ne veut pas dire le lieu du particulier. C'est pas la même chose, l'intime et le particulier. Le particulier, ça nous renvoie à l'unique. J'allais dire uniquement à l'unique, et éventuellement, alors là, on peut tomber dans le roman régionaliste, dans le folklorique, dans l'étonnant. Voilà, je me suis toujours gardée de ça. L'intime, ce n'est pas ça. L'intime, c'est à la fois quelque chose de particulier, mais c'est quelque chose qui transcende le particulier. C'est à la fois le particulier et l'universel, enfin, en tout cas la résonance dans quelque chose qui existe dans la conscience d'autrui. Voilà. Et ça, je pense que seule la fiction romanesque peut atteindre cela. Voilà. C'est son lieu, c'est l'espace de la fiction romanesque, l'intime. Voilà. Bon, en même temps, puisqu'on est dans la fiction romanesque, il faut quand même qu'il y ait du romanesque jusqu'au bout. Et je pense à ce rosier que Ernesto, après une brève passion, comment la qualifier? Oui, il y a une histoire d'amour entre les deux, voilà, fugitive, puisqu'il s'en va. Quelque chose s'est renoué. Oui. Quelque chose s'est renoué, mais qui n'est pas forcément quelque chose de durable, le temps passé. Oui, on ne sait pas, c'est une belle parenthèse. C'est une parenthèse qui lui a permis justement d'être à jour avec elle-même et de faire naître cette histoire, qui est l'histoire de Félicie. Oui, je pense que lui aussi. D'ailleurs, la fin est ouverte, hein, on ne sait pas. Voilà. Et il y a le rosier Floribunda. Oui, hein, qui est un rosier Félicia, qui a été planté par Léa quand elle a commencé à s'intéresser à cette histoire de Félicie et qu'elle a transformé cette cour de ferme en jardin et elle a planté un rosier à la mémoire de Félicie, qui est un rosier qui s'appelle effectivement Félicia, qui est un rosier ancien. Et donc, il va se passer quelque chose avec ce rosier aussi? Il va... C'est-à-dire Ernesto il va aller planter le même rosier sur la tombe de son grand-père en Uruguay. Voilà. Ouais. C'est-à-dire qu'il va, finalement, la séparation qui inaugure le roman, qui est la séparation entre Félix et Félicie, va se refermer à la fin, parce que ce rosier qui est à l'image de Félicie, il va terminer sur la tombe du grand-père en Amérique du Sud. Et si vous doutiez que Michel est quelqu'un de perfectionniste, vous auriez là la démonstration qu'elle n'a pas laissé la conclusion au hasard et que ça ferme parfaitement le cercle. Et c'est le cercle d'un beau livre. Et je ne vous cache pas le fait que je suis venu moi ce soir pour vous dire à quel point je trouve aussi que c'est un beau livre et que je vous conseille de le lire si vous ne l'avez pas lu. C'est très gentil. Je suis heureux d'être là. Et on peut peut-être parler avec le public qui a écouté. Je pense que beaucoup l'ont déjà lu, ton livre. Donc, Voilà, parfois du Balzac, Pierre encore. Les longues descriptions, vous avez envie de sauter quand même. Or, Michel Tajan ne se lance jamais dans des longues descriptions sans précises et très évocatrices. Donc, les personnes, la conversation de mon ami, ces gens-là avec lesquels il parlait étaient essentiellement sensibles au décor. Bon. Ils ont été également sensibles, ces gens-là, quand ils ont parlé du roman, au symbolisme de la couverture. D'accord. Vous avez longuement parlé, Marguerite, je suis d'accord avec vous. Bon,
le côté vieillerie, évidemment la croix qui domine, tout cela donne bien pas des clés, mais enfin situe bien le roman. Donc, les décors, les paysages, la météo, les orages, tout cela, oui. Ils en ont parlé longuement et aucun d'eux n'a prononcé le nom de Félicie. Ça m'a frappé. Ça a frappé mon ami, ça m'a frappé moi aussi. Enfin, Félicie n'est quand même pas un personnage secondaire dans le roman, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, on dirait qu'ils n'ont pas lu l'histoire de Félicie. Mon ami était scandalisé, j'étais aussi scandalisé que lui. Car, pour moi, ça paraît évident que le personnage de Félicie est tout de même central. La narratrice, certes, c'est Léa, il y a Ernesto, etc., d'autres personnages, mais il est central. Et là, je me lance un peu dans une opinion personnelle. Le titre du livre, La chute de la maison, la case, comment dire les choses autrement, que la chute de la maison, la case, ne fait pas du tout attendre l'histoire de Félicie. À la limite, j'exagère un petit peu, la chute de la maison, la case, n'a presque rien à voir avec l'histoire de Félicie. L'histoire de Félicie, elle pourrait se situer dans un autre lieu, dans un autre cadre, etc. L'histoire de Félicie, c'est essentiellement une histoire tragique. Une histoire extrêmement tragique s'est déroulée là, aurait pu se dérouler ailleurs. Donc je ne critique pas le titre, mais ce qui j'ai trouvé intéressant, parce que le titre, je dirais, il a quelque chose de banal, peu importe que le titre soit beau, soit banal. Le titre d'un roman, au fond, n'importe pas. Prenez Stendhal, Le Rouge et le Noir. C'est pas ça qui va vous inciter à lire le roman de Stendhal, Le Rouge et le Noir. Ou même La Chartreuse du Camp, peut-être un peu plus, mais Le Rouge et le Noir. Bon. Donc, je reviens aux réactions de mon ami qui correspondaient aux miennes. Ce qui est le plus important dans un roman, parce que vous avez très bien parlé tous les deux de l'intime. Dès le début, je dirais que on est, voilà, Félicie entre dans notre intime. Dès le début, on s'attache à elle et on s'attache à son histoire. Et donc, on suit toutes les hypothèses tant qu'on veut. Et ce qui est pour mon ami et pour moi, nous ont attaché beaucoup à ce roman, c'est la force de cette tragédie. Et finalement, je pense que c'est quand même conscient de ta part, tu rejoins l'essence de la tragédie grecque, qui doit provoquer la terreur ou la pitié, ou la terreur et la pitié. Là, tu provoques de façon extraordinaire la pitié, donc la compassion du lecteur pour cette Félicie. Donc, je redonne et la réaction de mon ami et la mienne pour tous les deux. Ce qui nous a particulièrement attachés à ce roman, c'est que cette histoire centrale de Félicie qui vraiment, à la fois nous révolte contre l'injustice qu'elle a subie et nous attache à elle. Oui. Je voudrais peut-être répondre à ce problème de la centralité de Félicie. Oui, c'est assez obsédant pour le lecteur, bien sûr. Oui, il y a une obsession qui se crée. Le lecteur est obligé de remplir ses vides. C'est la raison pour laquelle elle est plus présente pour lui peut-être que pour celui qui l'a écrit. Quant au titre, la chute de la maison La Case, alors je ne suis pas du tout d'accord. Moi, je trouve qu'il est le fait que cette maison soit détruite, c'est finalement la clé, c'est la clé même du livre, de cette histoire. D'autre part, c'est un clin d'œil à Edgar Poe.
Hein, c'est la chute de la maison Huchère, absolument. C'est un peu moins gothique. Voilà, sauf qu'il n'y a pas le côté gothique, mais si tu veux, le fait que ça fasse référence à un roman fantastique, enfin, ça indique bien, ça donne la tonalité aussi du livre, c'est qu'il y a quelque chose de fantastique dans cette histoire que réinvente complètement Léa. Voilà. Je crois qu'on va trouver un point d'accord. Je n'ai pas du tout critiqué le choix du titre. Non, mais c'était pour éclaircir ce choix. C'est secondaire, oui. le choix du titre. Mais la chute de la maison Lacaze fait que le lecteur va s'attendre à savoir pourquoi la maison Lacaze a chuté. Or, il le sait à la fin. Assez rapidement, réaction personnelle, il s'aperçoit que savoir pourquoi il a chuté, c'est pas ça qui l'intéresse, parce qu'il s'intéresse rapidement à Félicie. Félicie domine largement le sort de la maison Lacaze. Bien sûr, oui. Donc, je crois qu'on est d'accord là. Oui, bien sûr. Oui. Je rends le micro. Quelqu'un veut prendre encore la parole? Oui, non? Je n'ai pas lu le livre, mais pendant le confinement, j'ai eu la chance qu'une amie me prête vos livres. Oui. Je les ai lus avec long. Et bon, et en particulier, j'ai beaucoup aimé Anna, le précédent, Anna ou l'oubli, oui. Et donc, c'est un problème vous traitez un problème de mémoire. Et apparemment, dans ce livre aussi, c'est un problème de mémoire. Donc, c'est un sujet qui vous... Ah oui, bien sûr, c'est assez obsessionnel chez moi. Le travail sur la mémoire, sur le temps, d'ailleurs, les deux ne vont pas l'un sans l'autre. Oui, tout à fait. Alors, oui, c'est vrai. Je vois une issue à ce que vous venez de dire, c'est que maintenant vous pouvez le lire. Voilà. Que de toute façon, pour un auteur, le meilleur hommage, la meilleure écoute qu'on puisse faire, c'est lui donner à dédicacer ce livre. Et j'espère que vous en aurez autant de bonheur que ceux qui l'ont déjà lu. Merci à tous. Voilà, en tout cas, merci. Merci beaucoup. Voilà.